d'Europe 1 est à vous pendant 2 heures. Alors je vous invite à prendre la parole au 39 21 où vous serez accueillis ce soir par Pauline et Asiba. Si vous êtes confronté à une situation que vous avez du mal à gérer, si vous vous posez des questions sur votre couple, si c'est au travail que vous vous sentez en difficulté, si vous vous sentez un peu seul, eh bien vous pouvez m'appeler au 39 21. Je vous précise que donc c'est vous qui faites la démarche d'appeler, bien sûr, 39 21, et que nous vous rappelons immédiatement. Vous nous laissez un prénom, votre numéro de téléphone, et Pauline et Asiba vous rappellent immédiatement. Et puis, bien avec l'aide des auditeurs qui pourront se joindre à nous par SMS au 7 21 21 code nuit ou par courriel sur le site europe1.fr, nous essaierons de prendre du recul pour analyser votre situation et vous permettre ainsi, je l'espère, d'avancer. C'est Philippe Chartier qui réalise cette émission. 39 21, je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Valérie. Bonsoir. 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 Je suis un petit peu émue de passer à l'antenne. Oui, ça fait ça les premières minutes et puis après, vous allez voir. Oui, après c'est vrai. Après, vous allez être dans votre histoire et on oublie un peu. Oui, et je vous ai déjà appelé il y a déjà quelques mois. Toujours un peu pas au même sujet, mais c'est toujours le même. Je suis avec une personne. Je suis amoureuse d'un homme avec lequel je ne vis pas. Je vis une histoire d'amour assez sympathique, mais je me pose beaucoup de questions. Et le week-end dernier, nous ne vivons pas ensemble, mais nous nous voyons tous les week-ends. Nous habitons à 120 kilomètres l'un de l'autre. Oui. Le week-end dernier, il m'a été donné de vivre une situation que je trouve un petit peu, que je vais vous expliquer. Voilà. Les tout premiers mois de notre rencontre, mon ami m'avait dit qu'il devait aller voir sa sœur pour l'organisation d'un voyage que faisait un collègue de travail de sa sœur. Il avait organisé et il avait été proposé à mon ami, par l'intermédiaire de sa sœur, de participer à ce voyage. Un voyage à l'étranger, dans un pays intéressant, intéressant pour moi, à savoir le Népal. Oui, en effet. Ouais. Et j'avais dit j'avais laissé entendre à mon ami que c'était une destination qui m'intéressait et que j'aimerais bien participer. Oui. Et donc il avait été à cette réunion auquel je pense que on posait les premières comment dire, les premières pierres, les premiers jalons. Voilà. Il y avait une dizaine de personnes d'intéressés et qui participeraient éventuellement à ce voyage. Donc je lui avais demandé de parler de moi, de parler de ma présence. Voir si c'était possible que je vous joindre à eux. Voilà. Il faut savoir que ce voyage se réalise dans un an. Oui, donc ça laissait le temps. Enfin, il fallait savoir si c'était possible déjà. Mais c'était pas dans un cadre professionnel, c'était amical. Enfin, c'était. Oui, je pense que c'est quelqu'un qui travaille avec la sœur de mon ami, mais je ne pense pas que ce soit dans le cadre du travail. C'est quelqu'un qui est déjà allé au Népal, qui connaît un peu et qui... Ça veut dire que vous vous projetiez dans l'avenir, puisque c'était au tout début de votre rencontre. Tout à fait. Et je le fais encore. Oui. Donc ça avait été un tout petit peu lors de cette première... la première fois, la première explication, ça avait été un petit peu orageux, étant donné qu'il m'avait dit que une personne de plus, c'était un petit peu troublé l'organisation, que c'était déjà organisé pour le couchage par exemple, que c'était 2 personnes et que mon ami était destiné à dormir dans une tente, je sais pas du tout comment ça s'organise, avec une autre personne, un homme. C'est roots, oui, c'est le côté, oui,
certainement, il partait pas dans des conditions grand luxe, c'est un peu l'aventure. Oui, un petit peu. Ça, c'est mon imagination. Hein, je sais pas du tout. Je n'en connais pas du tout l'organisation. Et donc, et quand à son retour après la réunion, je lui avais demandé s'il avait parlé de présence ouais. Enfin, il avait été très évasif et m'a dit non, c'est pas possible parce que le nombre est bien défini et ça, une personne de plus troublerait l'organisation et c'est pas possible. Alors je m'en étais étonnée auprès de lui. J'ai quand même une personne de plus ou de moins. Enfin, pour moi, c'était pas une réponse qui me satisfaisait en tout cas. C'était pas une réponse valable. Et surtout à plus d'un an à l'avance. Et puis il a dit de toute façon, je pense aussi, c'est ne sachant que dire. Et il m'avait dit, il avait fini par dire, de toute façon, je dirais certainement pas. Et donc je m'en étais satisfaite et puis le week-end dernier nous voyons un membre de la famille de mon ami pardon, lapsus. oui mais bon. Vous l'investissez beaucoup, cet homme, oui. Vous ne pourrez pas dire le contraire après, hein, Valérie. Non, ça c'est sûr. Je m'investis un peu trop. Et donc on parle de tout, il parle de tout un tas de choses. On a été un moment il parle de tout un tas de choses. On a été un moment, j'ai assisté à un dîner, bref. Donc une personne de sa famille lui dit, et à propos de ton voyage en Népal. Oui. Et il lui dit, ça avance tout doucement. J'ai pas beaucoup de nouvelles, mais ça avance. Dit la prochaine chose à faire, c'est les billets d'avion. Voilà, j'en sais pas plus. Enfin, il reste évasif. Il reste très évasif. J'ai l'impression qu'il était peut-être un peu gêné, mais enfin, je l'ai senti très évasif. Et moi, je ne participais pas. J'ai absolument rien dit. Et quand la personne a été partie, je lui ai posé la question. J'ai dit, à propos, ce voyage est toujours d'actualité? Bon, ouais. Alors, je lui rappelle que le plaisir que j'aurais de partir avec lui et de participer à un tel voyage, que j'adorerais visiter ce pays. Oui, mais, me répond-il, oui, mais l'organisation, personne ne connaît, il faut organiser de façon différente, c'est impossible. Je dis à si longtemps à l'avance, je pense pas que ce soit si impossible que ça. Oui, mais on peut pas être tout le temps ensemble. J'ai l'impression, je sais pas, c'est une impression très très bizarre que j'ai, mais j'ai l'impression qu'il ne voulait pas soit me faire participer, ou qu'il était gêné de parler de moi, ou enfin bref. Et il m'a dit donc fallait que je m'y fasse. Il était 10 jours absent en novembre, l'année prochaine, donc c'est en novembre 2010, qu'il serait absent pendant 10 jours, et puis que c'était que je devais m'y faire, quoi, et que c'était comme ça. Alors moi j'ai répondu en disant que c'était pas un voyage, c'était un voyage intéressant, que c'était pas une destination qu'on choisissait souvent, que c'était pas et que par exemple il est allé en vacances à 2 reprises sans moi cet été, une fois au Portugal et une fois voir des amis vers Biarritz. Je lui ai pas demandé de l'accompagner, je l'ai pas bassiné, il est allé tout seul, il a fait ce qu'il a voulu. Enfin, c'était pas pour imposer ma présence. Et alors je lui ai dit, c'est pas une destination l'Espagne, l'Italie ou Portugal, c'est des destinations. Non, mais c'est clair que le Népal, on n'y va pas tous les 4 matins. Voilà. Mais vous voyez bien, Valérie, que à chaque fois que vous revenez sur ce sujet, c'est source de tension, il évite, enfin ça le dérange.
Bah oui, ça le Vous dérange. voyez bien que ça le dérange. Et c'est ça qui m'affecte. Pourquoi ça vous affecte autant? Ça m'affecte parce que j'ai l'impression qu'il ne fait pas de projet. C'est l'année prochaine, donc on projet. C'est l'année prochaine, donc on n'a pas de projet. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, Valérie. Ça, c'est son projet. Ben non, c'est pas le sien. Il a été invité parce que il y a 10 à 14 personnes. Oui, mais justement, c'est pas intime, Valérie. Pardon ? Valérie, moi, je vous écoute. Je sens bien que ça vous affecte et que vous en faites une affaire personnelle, comme si et je vois bien là. Vous dites comme s'il se projetait pas avec vous mais vous voyez bien que c'est pas un voyage très intime. Vous vous rendez compte, il part 10 jours au Népal. Ça va être dense. Ça va être, c'est pas un voyage. Je dirais que c'est pas un voyage vraiment à faire en amoureux. Ou alors, il faut déjà très très bien se connaître. Il faut déjà vraiment avoir une intimité. Vous voyez, là, ça va être sous la tente. Je vais dans des conditions, ça va être certainement magnifique, hein. Je veux pas dire, oui. mais non, mais attendez. Lui, vous voyez pour le moment. Vous vous connaissez depuis 6 mois. Vous voyez tous les week-ends. Là, ça va être avec 14 personnes. Vous allez être sous la tente, dans des conditions. Voyez, il n'y a pas la douche ou la baignoire ou tout ça. Vous pourrez pas forcément. Vous allez vous laver avec des lingettes, des trucs comme ça. C'est peut-être pas ce dont il rêve avec vous. Donc, pourquoi, au lieu de vous accrocher à ce projet qui était un projet avant de vous rencontrer, c'est pas comme s'il avait dit nous allons partir au Népal et puis que tout d'un coup il se rétractait. Là, je comprendrais que vous en soyez affecté. Mais pourquoi ne pas, à ce moment-là, une fois qu'il projetait quelque chose avec lui, avoir un projet pour tous les deux? Ça veut pas dire que cet homme ne se projette pas avec vous. Simplement, ce projet-là, il a pas projeté avec vous, de fait. Mais ça ne préjuge en rien des sentiments qu'il a pour vous. Dans mon esprit, on a déjà fait des petits voyages ensemble. On est allé en Normandie, on est allé dans le sud de la France. On a fait des petits voyages. Mais ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir, justement. C'est des petits voyages faciles à réaliser. On peut même faire ça en un week-end où on prend un jour de congé et puis on part. Et voilà. Alors que là, c'est un voyage pas d'une vie, mais presque. C'est intense. Moi, je trouve que c'est une expérience qui se vit à deux. Mais vous pourrez le refaire, à la limite. Mais ça, on n'en parle pas, on ne sait pas, je ne sais pas. On se voit tous les week-ends. Mais là, il se sent envahi, Valérie. Tout d'un coup, vous vous accrochez à ça comme si c'était le but ultime maintenant de votre relation. Non, c'est parce que cette personne de sa famille en a parlé et qu'il m'avait laissé entendre qu'il n'irait pas. Mais parce qu'il voulait pas, il voulait pas de problème avec vous, il voulait pas d'histoire. Oui, alors plutôt que de me dire carrément, de me dire les raisons pour lesquelles il ne veut pas m'emmener, mais je comprends très très bien. De me dire les raisons pour lesquelles il ne veut pas m'emmener, mais je comprends très très bien. Vous voyez bien à quel point ça vous met dans un état pas possible. Ce qu'il me dit, ce sont des raisons fallacieuses, qu'il ne me dit pas la vérité. Mais parce que tout simplement, ce voyage, il a prévu comme ça, il part avec un groupe. C'est pas très évident d'être en couple avec un groupe. Il y a d'autres couples. Sa sœur sera en couple. Il y a plusieurs couples. Ce ne sont pas des célibataires. Mais ce sont des couples peut-être qui se connaissent mieux, Valérie. Non, justement. Bon, écoutez, bon courage à eux, hein, parce que franchement, je crois que, après, je sais pas, c'est une question d'âge, après d'état d'esprit, mais c'est vrai que c'est
pas forcément simple de partir comme ça dans des circonstances, dans des situations de confort quand même très rudimentaire. Très rudimentaire. Il y a Georges qui me dit voilà, vous allez boire du lait caillé de chèvre sous la tente. Bon, c'est une expérience, mais je vous dis dormir sous la tente, pas pouvoir vous laver comme vous pouvez. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. C'est une magnifique expérience, c'est pas ça. Mais quand on se connaît pas forcément encore très bien, c'est pas forcément très simple. Et peut-être qu'effectivement, pour le moment, il préfère des voyages, des moments un peu plus doux, dans un cadre encore plus douillet, vous voyez, avec vous. Et je trouve un peu dommage que vous le preniez comme si c'était contre vous, parce que je crois que c'est vraiment pas contre vous. Il le fait pour lui, certes, ce voyage, mais il le fait pas contre vous. Je n'accepte pas qu'il ne veuille pas m'impliquer dans ce projet. Mais Valérie, vous êtes ensemble depuis 6 mois. Cet homme, ça fera 1 an et demi que mais oui, mais laissez faire le temps. Vous voulez précipiter comme si ça vous rassurait du coup. Ben oui. Ben oui, mais vous allez, votre relation, elle va, à vouloir trop précipiter les choses. Parfois, on les sabote, on les saborde. Comme dit Étienne, ce projet, c'est peut-être son bébé. Laissez-le accoucher. Vous voyez, vous faites peut-être intrusion dans ce projet. Je pense pas que ce soit son bébé. Il prend très peu. Il prend très peu de décisions. Il est rarement à l'initiative. Avec moi, il est rarement à l'initiative de projet, de quoi que ce soit. C'est toujours moi qui suis obligée de soumettre des idées. Donc là, dans cette situation-là, il a été, on lui a proposé, sa sœur lui a proposé de faire partie de ce voyage, parce que la personne qui est à l'initiative avait déjà à plusieurs reprises été au Népal. Donc comme c'est un habitué qu'il a fait des au Népal. Donc comme c'est un habitué qu'il a fait des reportages photos, des choses comme ça, et que c'était, je pense, les voyages précédents étaient des réussites. Oui, mais vous voyez, à vous entendre, Valérie, c'est même plus temps d'aller avec lui, c'est d'aller au Népal. Donc je comprends aussi. Je comprends que ça soit pas forcément gratifiant pour lui, parce que c'est d'aller au Népal finalement. Non. Je suis allée, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, j'ai même vécu à l'étranger, et dans des conditions quelquefois rudimentaires. J'imagine à peu près ce que ça doit être. C'est pas le fait de voyager. J'ai déjà voyagé, j'ai mon comptant de voyage dans ma vie. C'est la destination qui me paraît intéressante, et le faire avec lui, de partager quelque chose d'extraordinaire avec la personne que l'on aime. C'est tout simplement ça. Et ce que je n'arrive pas à admettre, c'est qu'il n'ait pas cette envie de la partager avec moi. Voilà. Oui, mais c'est peut-être aussi un état d'esprit un peu différent de vouloir fusionner dans tout ce qu'il fait. On peut être ensemble, vivre une relation harmonieuse, et en même temps avoir parfois des projets qui nous sont personnels, et ne pas tout partager. C'est pas l'image que je me fais de... Voilà, c'est pour ça, c'est ce que je vous dis. C'est peut-être que vous n'avez... Mais je trouve encore... mais je trouve que... Voyez, vous seriez ensemble depuis des années, je comprendrais, mais là, ça ne fait jamais que 6 mois que vous êtes ensemble, et vous ne vous voyez pour le moment seulement les week-ends. Donc je trouve que déjà, vouloir à tout prix... être comme ça partie prenante dans sa vie, je sais pas, ça pose question. C'est des voyages justement quand on ne vit pas. Mais bon, j'ai bien compris. Non, mais ça, lui peut mal le vivre. Mais bon. Quand on ne vit pas ensemble, on peut comprendre d'avoir. Oui, mais vous raisonnez par rapport à vous. Vous n'entendez pas lui.
Je reçois un message de Jean qui dit: l'amour peut-il exister sans laisser la liberté à l'autre? Alors il y a Bibi qui dit qu'il ne veut pas vous faire la surprise au dernier moment. Il y a Laura qui envoie un message au 7 21 21 qui dit: les voyages à deux, c'est le meilleur et surtout le pire endroit pour se connaître. Mieux vaut attendre, croyez-en ma vieille expérience. Quelqu'un qui dit: vous risquez de faire ce voyage pour de mauvaises raisons. Attention, je suis désolée, les messages, les textos sont limités à 160 caractères. J'ai pas la fin. Il y a Alain qui nous écrit, qui nous envoie un mail en disant: oui, mais ce voyage-là est à lui parce qu'il était prévu avant votre rencontre. Alain dit: c'est pourtant simple. Il y a Doc JP qui dit: je précise que le Népal fait dans les conditions décrites réclame beaucoup de conditions physiques car ce sont des heures de marche par jour en montagne. Oui, j'avais oublié ça en plus. Du coup, ça se comprend que il faut un an pour le réaliser. Et puis Jean-Pierre qui dit: il y a plein de Katmandou pour le réaliser. Et puis Jean-Pierre qui dit: il y a plein de Katmandou dans le centre de la France ou pas très loin. Et en plus au Népal le climat est très changeant. Ils sont gentils les auditeurs, ils essayent de vous dire: allez, il n'y a pas lieu de regretter finalement, Valérie. Mais bon, que la Côte d'Azur c'est plus sympa, non? Eh oui, ils essayent, voyez, de vous dire: allez, pendant ces 10 jours, allez au soleil. Et puis Oxalis qui dit: allez, ne le forcez pas, et puis continuez, vous le retrouverez. Il aura certainement plein de choses à vous raconter, mais ça veut pas dire que, voyez, dans un an vous ne serez pas ensemble, et puis vous pouvez prévoir un très beau voyage tous les deux. Il y a Brigitte qui dit: vivre et laisser vivre, voilà. Et puis tiens, il y a quelqu'un qui nous dit: Valérie, mon père se rend tous les ans en Asie sans notre famille et en particulier sans ma mère. C'est son voyage à lui. Cela n'enlève rien à l'amour qu'il nous porte. Alors surtout ne le prenez pas pour vous. Voilà. Bon, essayez peut-être d'y réfléchir et ça serait dommage peut-être d'envenimer votre relation qui par ailleurs compte pour vous pour ce voyage. Merci en tout cas de votre appel, Valérie. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Mika Rain, Fifi sexy ton régime, dis alors, vas-y. Mais non, on entendait des bruits d'orage derrière, donc voilà, il y avait pas de musique, mais on entendait, j'ai bien entendu, un peu de tonnerre. Il y a eu un bel orage en région parisienne. Je sais pas ce qu'il en est dans votre région, mais voilà, c'était beau à entendre, beau à voir. Allez, on accueille maintenant Saïda. Bonsoir Saïda. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis un petit peu émue d'après la standardiste qui était très très aimable de me parler. Oui, vous avez eu Pauline, je crois. C'est Pauline. Oh, mais Asiba est très bien aussi, hein. Oui, oui, voilà, Asiba ou autre. Ça me fait du bien d'entendre sourire. J'écoute votre émission pratiquement tous les soirs quand je suis pas fatiguée. Je vous remercie, oui, parce que actuellement c'est difficile pour vous au travail, hein, je crois. Oui. Je vais rester un peu calme. Je suis actuellement en arrêt. J'ai donné un pseudonyme parce que je veux pas que Oui, vous avez bien fait. Oui, vous avez bien fait. Je peux, oui. Mais bien sûr, je le dis souvent, vous pouvez bien sûr prendre un prénom différent du vôtre et puis changer même voilà. des éléments qui pourraient permettre de trop vous identifier. Ce qui fait que, bien évidemment, des personnes qui connaissent votre voix vous reconnaîtrez, mais oui, voilà. Évitez de donner, si vous craignez, évidemment pas donner le nom de votre département, de votre ville, de tout ça, c'est possible. En revanche, peut-être, alors ce qui est compliqué, c'est comme ça se passe dans votre travail, c'est difficile de ne pas dire ce que vous faites. Oui, c'est ça qui est un petit peu difficile parce qu'il y avait deux choses que je voulais parler, mais votre standard m'a dit qu'il fallait dire qu'une chose. Il y avait un petit mélange. Non, dites ce que vous voulez, Saïda. Il y a pas de souci. Parce que je subis beaucoup de choses en même temps. Donc là, non, allez-y, dites ce que vous voulez. D'accord. Actuellement, je suis bien à un harcèlement. Donc j'ai failli tenter à mes jours à mon travail.
Sur votre lieu de travail? Oui. Il n'y a pas très longtemps. Oui. Pour rien du tout. J'aime beaucoup ce que je fais. J'aime beaucoup. Ça fait 20 ans. Donc, ce que l'on me fait reprocher. Donc, ce que l'on me fait reprocher, c'est un certain âge. Je sais pas grand âge. Et puis, on est usé. Donc, la réflexion, c'est on est usé, on a ceci, on a cela. Et la deuxième chose, c'est ils cherchent au niveau psy. C'est-à-dire qu'on on veut nous faire arrêter pour dépression ou quoi que ce soit. Donc, je fais partie des personnes qui ne veulent pas, qui se battent pour la justice. Quand il y a une injustice, je défends certaines collègues. Et donc, je ne me rabaisse pas pour des choses qui n'en valent pas la peine. Je ne rapporte pas. Je dis pas ce qui se passe autour. Je garde des choses très discrètes. Vous voyez, je ne veux pas dire les mots, mais dire, comment dire, excusez-moi l'expression, je lèche pas les bottes, je couche pas, je fais pas ceci, je fais pas cela. Donc, ça plaît pas. Et j'ai peur d'en parler. Je sais pas que j'ai peur d'en parler, mais comment dire, je sais pas s'il faut que je dise que c'est une de mes responsables, c'est même pas. Oui, vous pouvez le dire, bien sûr. Oui, une de mes responsables qui fait des plannings. Oui. Qui me harcèle depuis 1 an, qui est là. L'ancienne est partie, qui était impeccable, qui avait une confiance. Donc, tout ce qui se passait, du moment qu'on les avertissait de nos déplacements, parce que, voilà, etc., à droite, à gauche, ça se passait bien. Et puis, et là, on a une nouvelle, et d'après celle qui est au plus haut, c'est elle qui a un problème, mais on ne veut pas la déplacer. C'est à moi, on me fait comprendre où vous arrêtez parce que vous êtes malade, ou vous êtes pas bien. Donc, qu'est-ce qui se passe avec cette responsable qui fait les plannings? Elle me harcèle à chaque minute. Elle me fait convoquer pour un oui, pour un non auprès de la direction. Pour quelle raison? Tous les mois. Pour rien. Pour dire j'ai fait ci, j'ai fait ça. Alors parfois elle est là, parfois elle n'est pas là. Donc quand je veux demander, je suis syndiquée. Quand je vais demander, il me convoque quand le syndic est fermé. Donc au maximum, elle me fait convoquer maximum pendant 1 an, elle m'a fait ça. Et sans motif, c'est-à-dire vous étiez convoqué là tous les mois pratiquement 2 fois par mois. Oui, c'est énorme. Et pour quand la direction vous reçoit, quel est le discours de la direction? Je change de planning, je fais à ma manière, je prends du temps pour aller à tel endroit. Des fois, j'arrive pas, mais j'ai des lunettes, je vois pas, j'ai des lunettes, mais de près. Quand je les vois pas, par exemple, c'est écrit tellement petit, tout à coup, j'ai inversé une personne. Je les vois pas, par exemple, c'est écrit tellement petit, tout à coup, j'ai inversé une personne. Elle le rapporte, elle l'écrit sur le papier. Après, et quand la personne au placé n'est pas là, elle me harcèle, elle me téléphone, elle me dit des choses méchantes aux personnes, des choses méchantes. Elle m'insulte, elle me dit c'est comme ci, c'est comme ça, elle me raccroche. Et après, elle fait un rapport. C'est elle qui gère qui gère votre emploi du temps, de fait. Oui. Et donc, comme pour eux, c'est un cadre. Donc, il y a un respect. Et moi, c'est sa parole contre la mienne. Alors que celle qui est plus haut a confiance. Elle me dit toujours, on veut vous garder, on n'a rien contre vous. Qui vous dit ça? La chef. La chef. Alors, tout en vous convoquant, donc en suivant les directives, puisque finalement la chef, comme vous dites, vous convoque parce que cette responsable de planning se plaint de vous. Oui.
C'est un discours, c'est plein de... Oui, on est en plein d'injonctions paradoxales, là, voilà, on dirait, voilà. parce que en même temps, donc la responsable du planning se plaint de vous, donc la chef vous convoque... Avec le directeur. Mais tout en vous disant, on veut vous garder, on n'a pas à se plaindre de vous. Oui. Donc finalement, là, peut-être faudrait-il leur dire, mais alors, que se passe-t-il ? Pourquoi suis-je convoquée aussi souvent ? Enfin, si vous voulez, c'est leur faire comprendre qu'évidemment, eux, vous n'avez rien contre eux, parce qu'il s'agit pas de vous mettre en plus la direction à dos, mais de faire comprendre qu'il y a visiblement un problème entre cette responsable et vous, cette responsable qui vous a prise en grippe, vous ne savez pas pour quel motif. Est-ce qu'elle a ce comportement uniquement avec vous ? Non, elle est avec d'autres personnes. Bon, ça c'est important pour vous. Oui, et j'essaie de voir avec les autres filles, je les ai défendues, je leur ai dit dans la rue, quand on se rencontre, on dit... alors, t'as été convoquée, oui. Alors moi, j'ai un caractère, je suis très posée, très calme. Je suis pas quelqu'un qui est, comment dire, agressive verbalement. Donc, il profite de ça, mais quand il y a quelque chose qui est injuste, si c'est moi qui ai fait la connerie, la bêtise, je vais de l'avant. Mais si c'est pas moi, je me bats pour la justice. Et je défends des collègues, mais je les conseille, voilà. Et elles me disent non, c'est pas ton tour, non. Et il y a des filles qui sont titularisées, c'est bon. Moi, il y a pas très longtemps, et il y en a d'autres qui sont pas titularisées, donc elles n'osent pas dire. Et elles commencent à être harcelées aussi. Et alors qu'il y a du travail, parce que il y a des recrutements, il y a des recrues, et on a un travail de plusieurs. On peut dire que vous êtes dans le domaine du soin. Oui. On peut dire ça. Ouais. Voilà. Donc il y a du travail. Oh oui, voilà. Donc il y a du travail. Oh oui. Donc, il y a du travail, donc vous n'êtes pas la seule à être comme ça harcelée. Simplement, effectivement, vos collègues qui ne sont pas titularisés, évidemment, étant dans une situation de précarité. Voilà. Enfin, je dis évidemment, c'est triste, mais n'osent pas, n'osent rien dire. Voilà, Caroline, j'ai été titularisée au bout de 12 ans. Donc, la plupart, ce sont des personnes seules avec des enfants à élever. Donc, on est bloqué. Donc, si vous travaillez pas, vous êtes payé en horaire. Si vous n'êtes pas titularisé, donc on est bloqué. Donc, j'ai été, je peux le dire, j'ai été syndiquée, donc j'ai été déléguée. Donc, ça, c'était affreux. C'était encore pire. Mais grâce à ça, on a pu obtenir qu'on peut être titularisé au bout de 5-6 ans. Alors qu'avant, c'était plus tard. Donc voilà, je suis titularisée il y a à peu près maintenant 3-4 ans. Il n'y a pas longtemps. Alors, est-ce que il y a le subversif qui se permet de demander quel âge vous avez ? Oui. Pas obligé de dire, mais environ, vous êtes plus près de la trentaine, quarantaine, cinquantaine ? Non, oui, voilà. Cinquantaine ? Oui. Et qui ajoute quelle détestable méthode de management s'ingéniait à pousser perfidemment à la démission. Oui. Parce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, effectivement. Et le pire, Caroline, j'ai peur qu'on entende, je sais pas, j'ai peur qu'on... Mais je vois que vous avez très peur. De faire les démarches. Je vois que vous avez très peur. On va revenir à ça un petit peu. En train de faire les démarches, et ils ont fait un faux, quelque chose de faux. Et c'est ce qui m'a choquée parce que j'ai perdu ma sœur l'année dernière, que j'avais pas vue pendant 12 ans. En plus, je peux pas dire, il y a des choses que je sais pas. Non, mais je sens bien, je sens déjà votre peur, on sent bien. C'est pas ça, c'est parce que s'il y a des gens qui,
Non, mais je comprends, Saïda, et ne prenez pas de risque de dire des choses parce que je suis en train de faire les démarches. Qui pourraient se retourner contre vous, parce qu'effectivement, vous ne parlez pas dans un lieu privé, mais sur Europe 1. Voilà. Donc, il faudrait pas. C'est quand même une parole qui est publique. Oui. Donc, il faudrait pas que des personnes vous reconnaissent et puissent après l'utiliser, s'en servir contre vous. Donc vous avez raison d'être prudente. Bon, de toute façon, vous parlez d'une responsable, mais évidemment, de toute façon, vous n'incriminez pas, vous ne donnez pas. De toute façon, vous n'incriminez pas, vous ne donnez pas, voyez, son nom, son voilà. Donc on peut pas se retourner contre vous à ce niveau-là. Bon, vous avez le droit quand même de parler de votre souffrance au travail, qui est malheureusement un thème plus que d'actualité. Ce qui est triste, Caroline, c'est que ça se passe. Je crois que ça se passe partout maintenant. Et c'est affreux parce que je dis. Oui. On en parle beaucoup chez France Télécom, mais il y a beaucoup d'autres secteurs qui sont concernés. On a beaucoup parlé. On parlait beaucoup de la police, les suicides dans la police qui sont nombreux. Il y a les suicides des gardiens de prison. Il y a dans d'autres registres, il y a les agriculteurs, dont on parle très peu, mais enfin dans tous les domaines. Il y a vraiment et puis des soignants. Donc c'est vraiment le grand tabou. Il y a Patrice Pelou d'ailleurs qui a fait un article là dans Charlie Hebdo cette semaine, un très bon article sur justement cette souffrance des soignants, le suicide des soignants, et où il dit dans son article qu'une jeune interne en médecine avait voulu en faire l'objet de son mémoire, et que ses professeurs de médecine l'avaient fortement découragée en disant qu'elle aurait par la suite beaucoup de mal à trouver un poste, parce que c'est vraiment le tabou des tabous, comme si effectivement la blouse blanche protégeait de la dépression, du suicide. Or, en fait, il y a chez les soignants, des suicides, que ça aille de l'aide-soignante, de l'infirmière ou du médecin. Et il y a un très bon article à ce sujet. Mais je crois pour le moment, Saïda, il est important que vous reposiez, que vous vous soignez. Voilà, c'est très bien que vous soyez en arrêt maladie, parce que pendant ce temps-là, on ne peut pas vous atteindre. Vous avez besoin de reprendre des forces. Ils ont eu peur. Parce que ça s'est passé quand, cette tentative de suicide là? Ça s'est passé il y a 2 semaines. Oh oui, c'est vraiment tout récent. Il y a 2 semaines. Et je me suis accrochée parce que je sais pas si je peux le dire, j'ai la foi. Bien sûr que vous pouvez le dire. Oui, j'ai la foi et mon origine est ailleurs. C'est pour ça que j'ai ce pseudonyme qui a son sens. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, Caroline, bien sûr, oui. Au niveau de la culture. Oui. Donc j'ai ce problème-là aussi. Parce que je n'ai pas cette culture. Je n'ai pas la foi de mon pseudonyme. D'accord. En plus de ça, donc au travail ils le savent pas. Donc, tout ce qui est culturel, tout ce qui est religion, etc. On n'a pas à en parler parce que ça regarde personne. On n'a pas à parler de nos convictions, etc. et tout. Mais c'est interdit, à moins que la personne veuille en parler par elle-même. Mais je suis aussi, la personne veut en parler par elle-même. Mais je suis aussi harcelée par rapport à ça depuis des années. On est 3 sœurs, dont ma sœur qui est décédée. Et ça aussi, c'est très dur. Donc, il y a un tout. Oui, mais vous avez raison de le dire, Saïda. Les raisons d'un suicide. Et je me suis raccrochée à cause de ça. Oui. À cause de la foi que j'ai. Oui. Mais c'est toujours complexe, la souffrance au travail n'explique pas tout, ne peut pas être la seule raison. Il y a toujours aussi des raisons d'ordre
personnel, c'est toujours le fruit d'une histoire. Et heureusement que vous êtes là pour en parler, et que cette fois vous êtes, Saïda, parce que cette souffrance que vous ressentez ne mérite pas que vous y perdiez la vie dans votre travail. Et cette responsable, là, en l'occurrence, a peut-être atteint son seuil d'incompétence. Ils étaient là ce jour-là. Ils étaient là. Et j'espère qu'elle peut... Elle a souri et... N'interprétez pas forcément, oui, parce que vous savez, je pense que quand même, elle a dû forcément se sentir mal. Vous avez besoin, vous, d'être... Elle a souri. C'est ça qui m'a choquée. Parce que elle a souri quand quoi? Quand ce qui m'est arrivé, ce qui a failli m'arriver. Oui, mais vous avez peut-être souri. Vous savez, le sourire, ça peut être aussi un rictus, une grimace pour exprimer un profond malaise. Vous voyez, donc on peut pas sourire face à, voyez, face à quelqu'un qui commet un tel acte. Je suis surprise parce que on me dit il y a pas beaucoup de réactions. Mais certainement que les personnes vous écoutent attentivement, mais j'aimerais bien avoir des réactions au 39 21, donc qui est le standard de l'émission, parce que j'imagine que beaucoup d'entre vous sont concernés par ce problème de souffrance au travail. Beaucoup des réactions qui arrivent. Tenir le coup, parce que c'est la réaction que l'on vit et les réflexions que l'on nous fait. Voilà, arrivé à un certain âge, voilà quoi. Alors, il y a des réactions qui arrivent au 7-21-21, qui dit Anita, qui dit votre syndicat ne peut jamais vous assister quand vous êtes convoqué. A posteriori, ne peut-il intervenir? La direction vous sentirait-elle seule? Comment se fait-il, que votre syndicat ne vous soutienne pas, n'intervienne-t-il pas? C'est ce qu'ils sont en train de faire. Bon, quand même. Oui. J'ai dû faire les démarches par moi-même parce qu'il y a eu un faux quelque part. Je ne vais pas dire les détails. Non. Il y a eu un faux témoignage contre moi qui est faux et le syndic est en train de bouger. Et j'ose pas dire les choses, j'ai peur j'ose pas dire les choses. Mais n'en dites pas trop alors. Voilà. Il y a Jean qui dit pourquoi ne pas prendre contact avec les prud'hommes pour demander conseil ou avec le médecin. Pourquoi ne pas prendre contact avec les prud'hommes pour demander conseil ou avec le médecin du travail. Et là, comme je suis en train, je suis en train de faire les démarches, mais là, comme il y a pas longtemps, là, je suis pas aidée. Moralement, vous avez besoin déjà d'aller mieux, de vous. Comment êtes-vous aidé actuellement psychologiquement? Vous êtes suivi par qui? Oui, par mon médecin traitant qui est impeccable, qui est très bien. Qui est très bien. Vous avez un traitement? Oui, j'ai un petit traitement léger parce que j'ai jamais pris de médicaments. Léger, c'est-à-dire? Pour l'anxiété, en cas de... Voilà. Pas d'antidépresseurs? Pour l'instant, non. Vous avez un lieu pour en parler? Non, j'ai pas de lieu. Ça me paraît important que vous puissiez parler là, parce que on sent beaucoup, il y a beaucoup de choses qui remontent. Il me paraîtrait important que vous soyez quand même un peu aidé. Avec tout ce que j'ai vécu pendant des années par rapport à ce harcèlement. Mais oui, on voit que beaucoup de choses remontent forcément. Par rapport à ce que j'ai vécu dans ma vie culturelle, dans ma vie privée, j'en ai vu beaucoup. Et j'ai été voir à droite à gauche et j'ai pas trouvé la personne parce que les personnes n'écoutent pas, sinon c'est médicament. Donc je n'ai pas encore trouvé la personne. Même mon médecin traitant me dit si j'avais quelqu'un, mon médecin traitant me dit je peux trouver quelqu'un. Elle me le dit. Ah oui, moi je crois que c'est très important que vous puissiez être. Déjà, mon médecin traitant est très à l'écoute, me suit très très bien, avec tout ce que j'ai vécu, c'est déjà ça, et fait aussi le nécessaire. Mais là, pour l'instant, je suis en état de choc, dans le sens où, voilà.
Oui, on entend bien. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit il y a des associations qui aident et soutiennent contre le harcèlement sur le lieu de travail. Ils ont des avocats. Alors, il y a effectivement l'association pour la lutte contre le harcèlement moral au travail qui est www.hmstop.com. Oui. Et puis il y a un numéro de téléphone qui est le 01 56 34 01 76 01 56 34 01 76. Harcèlement française pour la lutte contre le harcèlement moral au travail. Ils doivent pas manquer de travail actuellement. www.hmstop.com. Je reçois un mail d'Alain qui dit: en principe, l'employeur doit laisser une trace des entretiens et écrire clairement les griefs contre l'employé. Ensuite, il peut utiliser plusieurs sanctions. Et s'il ne le fait pas, cela devient du harcèlement. Eh ben oui. S'il y a un représentant syndical dans l'entreprise, il faut demander à être assisté. Et si le harcèlement est trop fréquent sans trace, c'est à vous de demander des convocations écrites et motivées. Oui. Les prud'hommes sont assez pointilleux sur ces points. Alain qui ajoute, ayant été délégué syndical, c'est pointilleux sur ces points. Alain qui ajoute, ayant été délégué syndical en charge des procès devant les prud'hommes pendant 5 ans, je peux aider. Si vous voulez donner mon mail à Saïda. Alors je précise que quand vous nous envoyez un courriel, on n'a pas votre mail, votre adresse mail. Donc Alain, peut-être mettez-le nous sur la partie mail thème, voilà, parce qu'on n'a pas votre mail. Il y a Bambi qui envoie un SMS au 72121 en disant: je confirme, le management devient inhumain, responsable dans une grande société, je suis tiraillé entre les employés et la direction. Oxalis qui dit: aucun travail ne mérite qu'on y laisse sa peau, ça c'est sûr. Oui. Il y a Brigitte qui dit: auriez-vous la possibilité de changer de lieu de travail? Oui. J'ai eu une bonne évaluation. Je peux aller ailleurs. Ils veulent pas. Ils ne veulent pas. Oui, mais ils font tout pour. Oui, mais enfin vous, il faut réfléchir à votre intérêt à vous. Oui, tous les ans j'ai une évaluation à faire et je peux changer. Et à chaque fois ils disent que il n'y a pas. On va accueillir également Nelly qui est avec nous au 3921 et je le remercie. Bonsoir Nelly. Oui, bonsoir. Bonsoir Nelly. Caroline. Voilà, je ne sais. Oui. Alors vous étiez, oui, c'est Saïda qui est avec nous, hein. Oui. Alors, son histoire vous parle parce que vous étiez infirmière. Oui, voilà. Oui. J'étais infirmière et j'ai été énormément harcelée. Oui. Alors ça tournait vraiment, mais c'était incroyable. On rapportait sur moi, par exemple, que j'étais, les patients s'étaient plaints que j'étais très dépressive. Moi aussi. Voilà. Il y a ça. Et que donc ça nuisait à mon travail, alors que j'avais pas du tout l'impression de. Au contraire, je me donnais beaucoup. Moi aussi. Et puis d'autre part, on m'avait accusé aussi d'avoir dit à une patiente que que fallait pas croire les médecins, ils disaient jamais la vérité. Oui. Vous voyez, ça allait. Plein de choses comme ça. Oui, c'est grave comme accusation. Oui, plein de choses comme ça. Et voilà, plein de choses comme ça. Oui. Voilà. Et ce n'était pas les patients qui témoignaient, c'était on faisait dire aux patients soi-disant que vous auriez dit ça. Oui, voilà. C'est ce qu'on me fait aussi. Vraiment. Et c'est la responsable qui appelait et les personnes et quand voilà. J'ai senti que c'était le même genre de problème. Et là, il y a eu un truc très encore plus grave que je ne peux pas parler, comme elle a dit Caroline, parce que je suis en démarche. Mais voilà, là, c'était vraiment ça a débordé là. Et vous, Nelly, alors qu'est-ce qui s'est passé pour vous à un moment quand puisque vous n'êtes plus en activité aujourd'hui, hein, vous êtes à la retraite. Non. En fait, ça a été tellement loin parce que un jour, je suis allée voir ma surveillante parce que j'étais seule dans le service en tant qu'infirmière et je devais me charger du brancardage, etc. parce qu'on avait un brancardier mais qui était absent et c'était
lourd parce que moi j'arrivais à 58-59 ans, vous voyez. J'avais 40 ans de carrière derrière moi. J'étais fatiguée physiquement. Moi aussi. Moralement, oui. je vous en parle pas. Hein. Oui. C'était une catastrophe. Oui, affreux. Et un beau jour, je suis arrivée à la maison et j'étais sur le point de me prendre un petit médicament pour dormir. Et puis je me suis dit oh non, et je vais encore demain matin, je vais pas me réveiller, je vais pas être à l'heure. J'avais peur, une pression, quelque chose de terrible. Et en fait, j'ai voulu me suicider. Et j'ai vraiment voulu me suicider. C'est-à-dire que je me suis couchée mais apaisée, j'étais tranquille, ça y est, c'était fini. Ça vous paraissait, oui, la solution à ce moment-là à vos problèmes? Ah oui. Que ça s'arrête, quoi. Oui. J'ai pas pensé. J'ai 3 enfants, j'ai des petits-enfants, vous voyez. J'ai pas pensé à personne. Vraiment. Oui, tout à coup, on pense à plus personne. À aucun regret. Oui. C'était quelque chose d'épouvantable et j'avais même un surveillant qui disait parce que j'ai essayé de reprendre mon travail après. Alors c'est une drôle de situation, vous voyez. Et heureusement, quelqu'un de votre entourage vous a trouvé alors. Allô? Quelqu'un de votre entourage vous a trouvé, Nelly? C'est très particulier et parce que tout à coup, je me suis dit qu'il y aurait personne qui viendrait à la maison. Je vis seule et avant 3 jours et qu'il me retrouverait décomposée. Et la peur, excusez-moi, c'est dur ce que je dis. Hein. Non, mais vous êtes dans le milieu hospitalier, donc vous êtes confronté à ce côté, au corps, à ce rapport au corps quand même très particulier qu'ont les soignants. Hein. Vous êtes confronté, vous, à la mort, au corps physique, c'est ce qui vous a. Oui, finalement, la réalité très brutale de la mort, et de ses conséquences. Voilà, c'était plutôt. Oui, heureusement, finalement, c'est ce qui vous a attiré vers la vie. J'ai téléphoné à une nièce qui habite à Toulouse. Oui. Et c'est ce qui fait que vous êtes là avec nous pour en parler. Je suis tombée sur le répondeur, mais j'étais plus capable déjà de parler. Si vous voulez. Nelly, on va marquer une petite pause. Et si vous pouvez rester avec nous, parce que une petite pause musicale, il va y avoir le journal de minuit. On va continuer ce débat avec Saïda et d'autres auditeurs, parce qu'ils arrivent là pour parler justement de la souffrance au travail et voir comment réagir, comment c'est important de voir. Voilà, comment se défendre, comment s'en protéger. D'accord. Merci beaucoup. Restez avec nous, Saïda, Nelly. Ne raccrochez pas surtout, tout de suite. Raccrochez pas surtout, tout de suite. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. C'est la deuxième heure de cette émission, toujours en direct sur Europe 1. Bien sûr, nous parlons de la souffrance au travail avec le témoignage de Saïda ce soir. Et bien sûr, vous pouvez réagir au 39 21. Vous êtes d'ailleurs nombreux à le faire. Vous pouvez nous envoyer des messages au 7 21 21, des messages qui arrivent nombreux pour vous, Saïda. Inès qui dit: on entend votre immense souffrance. Quand ce gros problème de harcèlement sera réglé, parler dans un cadre thérapeutique. Oui. Quelqu'un nous dit: j'ai connu, j'étais le meilleur agent, un jour j'ai dérangé, mon intégrité gênait leur magouille, harcelé, je me suis réfugiée dans la maladie.
Annie qui dit ce qui est incompréhensible, c'est justement l'acharnement. Anita qui dit si cela continuait, est-ce que l'association qui défend contre les discriminations ne peut intervenir? Alors je pense qu'Anita parle de la HALD. Oui. Laura nous a parlé aussi de la possibilité de saisir la HALD. Et puis Lionel nous dit après 28 ans de travail dans la fonction publique où j'étais payé 800 € par mois, j'ai eu une dépression suite à un harcèlement. Oui. Un autre message qui arrive au 7 21 21 qui dit j'ai été victime de harcèlement jusqu'à être tétanisée de peur et penser au suicide. Alors allez en parler, Saïda, prenez un antidépresseur car on vous sent désespéré. Oui. Et puis Gabriel, qui nous écrit, lui, qui nous envoie un mail, qui dit « Je pense qu'il faut d'abord vous mettre en garde et penser à vous avant de penser aux autres. Concentrez votre énergie sur votre santé. Si vous êtes dans le public, n'hésitez pas à vous mettre en congé longue maladie avec une demande appuyée de certificats médicaux du médecin traitant et d'un psychiatre. Oui. Il faut ensuite être suivi au niveau psychologique et être sous antidépresseurs. C'est la démarche que j'ai suivie, nous dit Gabriel. Il était dans l'éducation et ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Et c'est vrai, ne pas hésiter à avoir des certificats médicaux de médecins. Oui, parce que ça, c'est important. Oui. C'est-à-dire quand parce qu'on pourra vous dire, et notamment cette responsable de planning, vous voyez, je l'avais bien dit, c'était quelqu'un qui n'allait pas bien. Vous voyez, elle était dépressive. Voilà. Dire que c'est consécutif au harcèlement que vous avez subi. Oui. C'est important parce que ça peut se retourner contre vous. Vous voyez, on aura beau jeu de dire, oui, mais vous voyez bien, elle n'allait pas bien, cette personne. Oui, c'est ce qu'elle a fait, c'est ce qu'elle a... évidemment, malheureusement, c'est toute la perversité après. Voilà. Colette qui dit, je me reconnais entièrement dans les témoignages à l'antenne. Ma hiérarchie m'a harcelée au moment des hospitalisations de mes parents et la dernière fois lors du décès de mon père. Une 40aine d'années d'ancienneté et pourtant j'ai peur, nous dit Colette. Sébastien dit, chère Saïda, si vous êtes syndiquée, désolé de vous dire que vous êtes non désirable au sein d'une entreprise et ce n'est pas votre rôle que de rester discrète, mais de soutenir vos collègues. Je ne conteste pas les difficultés que vous rencontrez, mais il ne faut pas vous laisser faire face à ces pressions constantes. Quitter le syndicat serait une victoire pour votre entreprise. Demandez un entretien spécifique à votre chef plus DRH avec un autre représentant syndical comme témoin. Crevez l'abcès, discutez de ce problème ouvertement lors de cet entretien pour parvenir à un compromis. Oui. Courage, mais encore une fois, vous êtes syndiqué, rôle pas facile, plutôt ingrat et mal vu, nous dit Sébastien. Oui, mais vrai. Comme dit Gabriel, il faut déjà que vous alliez mieux. La priorité pour le moment, c'est votre santé. Oui. Alors, juste avant le journal, nous étions en ligne avec Nelly. Nelly, donc, vous avez été infirmière, harcelée dans le cadre de votre travail, jusqu'à faire une tentative de suicide. Comment ça a été perçu au sein de votre service? Quelles ont été les réactions de votre collègue, du médecin-chef du service, quand ils l'ont appris? Vous me parlez à moi? Oui, Nelly. Oui. Le médecin-chef est venu me voir à l'hôpital. A été, paraît-il, très très perturbé de me voir parce que je suis restée quand même 2 ou 3 jours hospitalisée, puis après ils m'ont mis dans un hôpital psychiatrique de peur que je recommence. Et en fait, je ne sais pas quelles étaient leurs... ils ont continué à me harceler. Malgré tout, quand vous avez repris le travail. Oui. J'étais qu'à mi-temps thérapeutique, et ils ont continué à me harceler. Ça ne s'est pas arrêté. Oui. Donc, j'avais fait appel au syndicat, mais les syndicats auxquels j'avais fait appel défendaient des grandes causes, des causes communes à tous, mais pas individuelles. Oui. Donc j'ai eu aussi un entretien avec un syndiqué et donc voilà. Pardonnez-moi, on a un petit souci là de ligne, on va régler ça. Pardonnez-moi, Nelly. Nelly, vous êtes avec nous? Oui. Oui. J'attendais que ça s'arrête.
Oui. Voilà. Et en fait, ça n'a amené à rien. J'ai fini par être dans l'obligation de me mettre en longue maladie. Et mais avec ce sentiment d'être payé à rien faire. J'ai beaucoup souffert, de cette situation. Un sentiment d'inutilité. Oui. Voilà. Oui. Et je m'étais énormément donnée dans ma vie professionnelle. Oui, parce que j'avais eu beaucoup de plaisir à ce qui peut paraître surprenant, peut-être surprenant peut-être pour des personnes. Non, mais moi aussi je comprends. Oui, beaucoup de plaisir à travailler, à partager, à donner, et d'un seul coup, je me sentais complètement inutile et comment dire, je cherchais les fautes que j'avais faites, que je me remémorais tout. Vous avez ressassé, oui, tout ça. J'ai ressassé sans arrêt. Oui, parce que vous étiez très tourné vers les autres, dans une relation de soins et d'aide aux autres, et tout d'un coup, vous étiez relégué comme ça, voilà, à la poubelle. avec plus rien. À la poubelle, oui, le terme est fort. C'est ce que dit Brigitte, qui dit: vos sentiments d'injustice et de révolte doivent être immenses, de tout cœur avec vous. Et puis un message d'Annie qui va vous réconforter, je l'espère, qui dit: on n'oublie jamais l'infirmière rassurante qui s'adresse à la personne quand on n'est plus qu'un organisme, qu'un corps finalement aux yeux de beaucoup. Oui. Voilà. On va accueillir également, je vous remercie Nelly pour ce témoignage. Moi je la remercie. Merci beaucoup et bon courage à vous. Saïda, et faites-vous aider par un psychiatre. Oui. C'est pas possible autrement. Et par des associations, parce que dans l'état de désarroi dans lequel on se trouve, on est incapable de se défendre soi-même. Oui. On se trouve dans l'incapacité. On finit par même être convaincu que ce que racontent les autres, c'est vrai. Voilà. Merci beaucoup Nelly pour ces propos. Merci beaucoup. Merci Nelly. Au revoir Saïda, bon courage. Au revoir. Merci beaucoup Nelly. Et on accueille maintenant Julie. Bonsoir Julie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors vous retrouvez un peu dans ces témoignages également. Ah là il y a eu plein de choses intéressantes de dites et c'est un petit peu ce que je voulais dire à Saïda quoi. Donc effectivement moi là je suis de nouveau en arrêt de travail. Donc j'ai une pression psychologique de par une cadre et tout et voilà. Et il faut surtout qu'elle s'épaule. Donc qu'elle suive, qu'elle voie un médecin, un psychiatre, une psychothérapie, c'est formidable. Donc moi j'ai quand même eu ce déclic parce que quand je me rendais à mon boulot, c'est vrai que plus d'une fois ça m'a traversé l'esprit cette envie de suicide, mais je me disais non, il faut que je me batte, ça va. C'est mon tempérament aussi. Je suis comme ça aussi. Il faut que je continue. Mais comment on peut arriver, Julie, c'est ça, qu'est-ce qui fait que vous dites que c'est en vous rendant comme ça à votre travail, cette idée de suicide vous a traversé l'esprit? Parce que je suis comme Saïda. Moi, si vous voulez, au niveau de mon travail, on n'a rien à me reprocher. Voilà. J'ai des super notations. C'est ça. J'ai donné ma notation. Ma cadre m'a dit. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Je suis en milieu hospitalier. Milieu hospitalier. Ouais. Voilà, on a hospitalier. Milieu hospitalier. Ouais. Voilà, on n'a rien à nous. On voit bien la souffrance des soignants. Elle a raison. On n'a rien à nous. C'est terrible. Voilà. On a un travail, on aime ce qu'on fait. Et voilà, c'est ça. Voilà. Oui, c'est ça, parce que toutes vous témoignez du fait que vous aimez votre travail. Oui, c'est pas le travail en lui-même, c'est. Voilà, c'est ça. Et on n'a rien, comme elle dit, on n'a rien à nous reprocher. Donc elle cherche quelque chose.
Voilà. Vous ne vous plaignez pas des difficultés, pourtant elles existent, de votre travail, des difficultés par rapport à votre planning, de manque de personnel, de tout ça. Non, on gère parce qu'on aime. Moi, je gère. C'est très fatigant, c'est vrai, mais on gère. On est habitué. Ça fait. On a l'habitude, mais on aime. J'aime ce que je fais. Mm-hmm. Et c'est ça, comme elle dit. Après. Mais comment elles font pour tenir? Puis quand on tient pas, ça y est, dès qu'on a quelque chose, c'est très rare, on n'est pas gnangnan, on fait tout notre possible, et résultat, elles savent pas quoi nous reprocher. Elles cherchent. Ouais. Et là, il y a eu excusez-moi, je vais pas dire le truc parce que. Bon, moi, c'est un petit peu différent parce que je suis pas directement en service soignant. Hein. Je travaille en stérilisation, donc des blocs opératoires. Donc c'est un secteur quand même qui est très fermé. Donc on est une grosse équipe, 35 agents, mais une cadre qui n'assume pas ses compétences, quoi. Voilà, donc moi j'ai eu un conflit avec un agent, j'ai fait convoquer au niveau du bureau, la cadre, elle m'a rabaissé. Voilà. Vous êtes le petit caliméro du service, je ne suis pas votre maman, de toute façon je ne suis pas là pour régler les conflits entre agents, enfin voilà. Quelqu'un qui n'est pas à la hauteur. Donc moi je me suis épaulée parce que j'ai craqué sur le lieu du travail, j'ai travaillé une matinée en pleurs, personne ne levait le petit doigt. Oui. Il y a eu une indifférence des collègues. Oui. J'ai une pharmacienne donc qui est responsable du service. Comment vous expliquez cette absence de solidarité? Je ne sais pas. Oui, on comprend rien du tout. Je ne sais pas. Donc moi, effectivement, j'ai quand même gardé l'esprit. J'ai pas fait n'importe quoi. J'ai appelé la médecine préventive. Donc déjà, j'ai fait des démarches auprès de la médecine préventive. Oui. Auprès des syndicats. Ok, pareil. Mais comme la personne tout à l'heure disait, c'est vrai que les syndicats, des problèmes comme ça, spécifiques, ils s'en occupent pas jusqu'au bout, quoi. Ouais. La cadre, moi, est très bien connue pour avoir des problèmes de gestion de service, mais on ne peut rien faire. Oui. La direction. Et vous en êtes où alors actuellement, Julie? Eh bien moi là, ça fait, si vous voulez, en 2 mots, je vous résume mon histoire. Il y a des années que je travaille dans ce service. Très rapidement parce qu'on a beaucoup d'appels, oui. Oui, j'ai un agent qui physiquement ne pouvait pas me voir. Bon, c'est tout, j'ai mis de la distance, c'est tout. Ne pouvait pas me voir. Bon, c'est tout, j'ai mis de la distance, c'est tout. Bon, c'est quelqu'un qui est... Et depuis 1 an, là, ça dure. Moi, c'est pareil. Donc, j'ai eu un arrêt de travail. J'ai quand même été épaulée. J'ai réussi à reprendre mon travail 4 mois, mais là, je craque à nouveau, quoi. Donc là, je suis en arrêt de travail. Ouais. Et je suis en non-retour par rapport à ce service. D'accord. J'ai demandé une mutation, mais il n'y a pas de poste. Et voilà, c'est pareil, moi. Vous disiez au standard que, contrairement à Saïda, vous aviez actuellement un suivi psychologique qui vous aidait quand même. Voilà, moi, je suis une psychothérapie. Et là, prochainement, là, je sens que je descends aussi, c'est des pleurs, enfin, des grosses angoisses et tout. Donc là, je vais reconsulter un psychiatre pour avoir un traitement adapté. Oui. C'est ce que je vais faire avec mon médecin traitant. Voilà. C'est ce que je vais faire. D'ailleurs, je vais avoir rendez-vous avec elle, reprendre rendez-vous avec elle. Mais c'est incompréhensible. Oui. Aucune solidarité entre collègues, les gens ont peur, chacun a peur, Mais je crois que c'est ça, l'hôpital est devenu aussi un lieu où on est dans la compétition, dans la performance, dans la rentabilité, et on a perdu beaucoup de la solidarité, malheureusement. Tout à fait les mots justes. C'est ça, Caroline, c'est ça. Oui. Donc moi, effectivement, ça très bien compris ce qu'elle a voulu dire. Je vous remercie, Julie, de ce témoignage et prenez soin de vous. Et qu'elle s'accroche aussi, Saïda. Merci. Oui, je vous remercie beaucoup. Moi j'ai énormément de problèmes personnels en plus, mais... Oui, il y a ça aussi, mais oui, bien sûr, c'est toujours un ensemble de choses, mais c'est important de s'accrocher et de tenir. C'est dingue, c'est fou, quoi. Et je ne sais pas ce qu'ils cherchent, quoi. Est-ce que c'est l'ensemble? Est-ce que c'est la société qui fait ça? Est-ce que c'est la crise? Est-ce que c'est quoi? Mais il y a un ensemble de facteurs, certainement. Je crois. Certainement.
Ouais. Que là, on peut pas. Puis, oui. L'humain n'est plus tellement au centre de aussi les gens de des valeurs et de l'entreprise aussi. Voilà. Finalement, on n'est plus dans des questions de rentabilité. Et l'humain n'est plus au centre des préoccupations. Mais Caroline et notre famille ne peuvent pas non plus venir. De quoi je me mêle, s'ils viennent, c'est là que ça fera des problèmes, vous voyez. Donc ils savent qu'ils peuvent pas se mêler. Vous voyez, que ce soit des gens qui sont mariés, qui ont de la famille, qui peuvent les aider ou des amis, ils peuvent pas. Oui. Et voilà. Donc ils profitent de ça aussi. Vous comprenez? C'est ce qu'on m'a fait. On va accueillir d'autres témoignages. Merci Julie. Au revoir. De rien. Bonsoir. On va accueillir également Marie. Bonsoir Marie. Bonsoir. 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 On vous écoute. Moi je voulais juste intervenir parce que d'abord je partageais les points de vue de tous ceux qui ont témoigné et apporté leur attention, etc. à ce témoignage. Moi je voulais juste dire, vous savez les collègues, il faut pas attendre grand chose d'eux parce qu'ils ont peur pour leur place, ils ont des familles à nourrir, tout. Moi j'ai subi la même chose, dans deux secteurs, le secteur des télécoms, et ça a recommencé après dans le secteur bancaire. Il faut rien attendre des autres parce qu'ils ont besoin de nourrir. Il faut rien attendre des autres parce qu'ils ont besoin de nourrir leur famille, ils ont besoin de vivre. C'est ce que dit Oxalis, là, qui envoie un message au 7 21 21, qui dit l'absence de solidarité, c'est parce que tout le monde a peur. Voilà. Oui. Et puis après, moi j'ai une collègue qui était une amie qui m'a défendue. Ils se sont attaqués à elle. Voilà, moi c'est pareil. Et ça sert à quoi? À rien. Ça n'arrange pas vos affaires perso. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est se protéger. Voilà, ça c'est très important. Oui. Et quand vous allez, il faut un maximum d'écrits. Il faut être accompagné quand vous avez des entretiens. Et puis il faut vous protéger en parlant. Alors moi, j'aime pas les médicaments, donc j'en ai jamais pris. Mais par contre, il faut parler. Si vous pouvez pas parler chez vous, et c'est compliqué de parler chez soi parce que les gens vous croient pas. Moi, mon entourage ne me croyait pas. Les médicaments peuvent aider quand on est parfois dans des idées très sombres et dans des idées notamment suicidaires. Faut quand même le dire. Voilà. Oui, d'accord. Mais moi je me dis on peut pas attenter à sa vie pour son boulot. Non, surtout pas. Mais généralement c'est un ensemble, c'est une conjugaison de plusieurs facteurs. Voilà. Et le boulot va être l'élément déclencheur. Vous n'allez plus travailler parce que de toute façon quand on y va, ils essaient de nous rendre. Non, il faut s'arrêter dans ces cas-là. Il faut savoir s'arrêter. Moi je suis anti-arrêt de travail. Mais là. Mais bien sûr, il s'agit pas de. Mais enfin, il vaut mieux s'arrêter qu'arrêter sa vie. Voilà, Caroline. Voilà. Oui, vous avez raison, parce que c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai repris, ça recommençait. Et... Oui, il vaut mieux savoir s'arrêter, se reposer, que de mettre fin à sa vie. Alors vous, justement, Marie, vous avez. Moi, j'ai été obligée de donner ma démission. Ah oui, j'ai donné ma démission. Ah non, mais moi je voulais pas avoir de procès, je voulais pas faire de procès parce que ça, un procès c'est bien les prud'hommes, les syndicats tout ça, mais ça dure, vous pouvez pas vous imaginer, et vous êtes même pas sûr d'aboutir parce que personne ne veut vous faire d'attestation. Donc vous partez au prud'homme et vous n'avez pas d'attestation. Tout ça c'est parole contre parole. Enfin ça Moi je voulais arrêter, stopper, une fois ça m'a suffi, la deuxième fois j'ai dit je recommence pas et j'ai donné ma démission. J'ai cherché très vite. Parce que j'avais besoin de travailler. Donc, en fait, les derniers temps, j'avais travaillé, mais je cherchais ailleurs. Faut chercher ailleurs. Sinon, on devient dingue. Ah oui, on devient dingue. Et comme les autres ne vous croient pas, c'est l'enfer, c'est un cercle infernal, c'est infernal. Je ne pense pas. Donc, cherche ailleurs. Et moi, très vite j'ai trouvé. Faut savoir qu'on a de bonnes étoiles. Très vite, j'ai trouvé. Et maintenant, je regrette rien du tout. Et je suis bien contente de ne pas être allée au prud'homme, d'avoir ceci et cela. Je dis pas qu'il faut pas que vous le fassiez. Votre dossier, il faut le faire. Non, ça y est, j'ai commencé à le faire déjà. Mais pour sauver sa personne, sa famille, et c'est tout, parce que ça a des conséquences sur sa vie familiale. Oh là là. Ouais. Il faut très vite trouver une alternative. Voilà. Oui. Moi, je veux juste vous donner cette histoire-là qu'on peut s'en sortir. Qu'il faut. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie, pour ce message. Merci beaucoup pour ce message d'espoir. Et on va accueillir une autre Marie. On va conclure avec vous. Et on va accueillir une autre Marie. On va conclure avec vous. Bonsoir, Marie. Bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir Caroline. Eh bien écoutez, moi je viens d'entendre donc Marie, la précédente, comme quoi il ne faut pas aller jusqu'au bout, mais si. Moi j'y suis allée et je vous assure que je m'en suis vraiment tiré la tête haute et je suis ravie d'avoir fait ça. J'ai pris un avocat et j'ai gagné mon procès. On a été au tribunal administratif et j'ai gagné mon procès. Ben, vous savez, c'est à noter et ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien moralement, ça fait un sacré bien. Certainement, oui, d'être. Oui. C'est intéressant d'avoir vos différentes expériences. On voit, selon les personnalités de chacun. Oui. Donc vous, oui, vous vous êtes senti comment là, quand vous dites ça fait du bien Oui, ça fait du bien parce que, comme disaient les personnes d'avant, on a l'impression de ne plus être rien du tout, de n'avoir plus aucune personnalité, aucune vie, rien. On n'a plus rien. Il n'y a plus rien qui va. Au travail, ça ne va pas. À la maison, ça ne va plus. Ça va plus nulle part. On rentrerait bien dans un trou de souris. Mais en fait, on est quand même des personnes humaines et il faut se défendre. Il faut se défendre parce que moi aussi, j'ai été accusée de plein de trucs complètement idiots, complètement faux, et fous aussi d'ailleurs, oui. Et en fait, je cherchais ce que je faisais de travers parce que je comprenais plus. Je travaillais en milieu hospitalier aussi. Et franchement, j'étais réduite à rien du tout, quoi, à ne plus savoir rien faire, tellement on m'accusait de tout, on me dénigrait tout le temps. J'ai même été mise au placard, je n'avais rien à faire de mes 8 heures par jour, rien du tout. On m'avait mis dans un bureau, finalement, j'étais aide-soignant. C'est terrible ça, cette mise au placard. On m'a mis dans un bureau, il y avait un téléphone, mais la ligne n'était pas ouverte. En plus. Alors j'ai quand même amené 2-3 crayons et puis des feuilles de papier, histoire d'écrire un peu quelque chose. Alors on m'a dit, qu'est-ce que vous écrivez? Je dis, j'écris un peu ce que je pense. Alors j'ai fait des poèmes, j'ai fait des choses comme ça. Voilà. Oui, on vous réduit à rien. C'est-à-dire, c'est ça, comme si vous étiez, on vous chosifie, inutile, c'est ça. Quelqu'un disait mis à la poubelle. Finalement, vous êtes là, mais vous n'avez plus aucun regard, plus aucune considération, on se détourne de vous. Un peu pas fini, quoi. Voyez. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, donc je comprends que ça vous ait fait du bien de vous dire que il y a eu des méthodes inadmissibles. Je suis ravie, mais c'est très long. C'est vrai que c'est très long, ça a duré 5 ans. Oui. Mais ça vaut le coup. Je fais attention. Franchement, ça vaut le coup. Caroline me parlait, m'a dit, et je constitue je suis en train de constituer un dossier. Oui. Merci beaucoup Marie pour cette combativité là que vous insufflez. À toutes celles à qui ça arrive, c'est très dur, mais on y arrive. Ils sont nombreux, je le vois aux messages qui arrivent vraiment très nombreux. Voilà. Merci beaucoup à tous ceux qui ont témoigné. Un livre, je crois que c'est Yvon qui nous a parlé du livre. Alors attendez, elle s'appelle Marie Peuzet. P-E-Z-E. Elle est psychanalyste et elle a ouvert la consultation souffrance et travail. Elle se tient à Nanterre en 97 et ça a été la première d'une vingtaine qui ont vu le jour un petit peu partout en France. Preuve, s'il en est, malheureusement, que les troubles liés au travail se généralisent et s'aggravent. Oui. Donc son livre, c'est d'abord une galerie de portraits et on voit un petit peu tous les types de profils. Ça va du cadre sup à la secrétaire, l'aide-soignante, au chef comptable. Voilà. Et donc elle décrit un petit peu toutes ces personnes qui sont confrontées comme ça à des difficultés et comprendre. Je réponds un petit peu parce qu'il y a Emma qui dit pourquoi certains harcèlent de cette façon-là. Dans ce livre, elle donne un petit peu des réponses et sur le travail aussi qu'elle accomplit avec des juristes et des médecins du travail, et elle interpelle les managers, les responsables des ressources humaines.
Elle invite chacun un peu à prendre sa part de responsabilité dans tout ce qui se passe. Donc c'est aux éditions Personne, P-E-A-R-S-O-N. Voilà, ça s'appelle La souffrance. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. C'est le titre du livre. Oui. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Et donc le thème, c'est la souffrance au travail. C'est de Marie Peset, l'auteur, aux éditions Personne. Voilà. Et puis il y a également un auditeur qui faisait référence à l'excellent ouvrage de Marie-France Irigoyenne. Je recherche sa fiche pour avoir les références précises. Comme j'ai beaucoup de fiches. Oui, c'est Daniel et je le remercie. Alors Irigoyen, c'est H-I-R-I-G-O-Y-E-N. Le harcèlement moral dans la vie professionnelle. Démêler le vrai du faux, c'est aux éditions Pocket. Le harcèlement moral dans la vie professionnelle, Marie-France Irigoyen, démêler le vrai du faux. Voilà. Donc si vous êtes confronté à ces situations, ces 2 livres peuvent vous aider un petit peu à peut-être trouver des pistes et je l'espère pour vous, Saïda, aussi ce soir à travers tous ces témoignages. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ça vous a fait du bien? Oui, vraiment. Et tant mieux, on sent votre voix effectivement plus de tonus. Même vous aussi, le fait de m'avoir écouté et puis tous les témoignages, ça m'a fait beaucoup de bien et vraiment ça m'a boosté. Bon, tant mieux. Voilà. Donnez-nous de vos nouvelles, peut-être, Saïda, et prenez soin de vous en attendant. C'est ce qu'on me dit maintenant, prends soin de toi. Pour retrouver de votre combativité. Oui, voilà. Alors, il y a Annie qui dit, est-ce un hasard si ce sont des femmes qui témoignent? C'est vrai? Étonnant. Il y a eu des réactions d'hommes par mail, mais peu d'hommes qui ont témoigné. Étrange. Il y a beaucoup, étrange. Pourtant, les hommes sont étranges. Il y a beaucoup, étrange. Pourtant, les hommes souffrent aussi au travail. Il y a beaucoup d'hommes. J'étais étonnée aussi dans le sens, pas étonnée, mais ça me fait aussi beaucoup de peine que des hommes, parce que eux ils ont un double, ou alors ils sont très très forts dans leur tempérament. Et quand il y a une faiblesse, tout à coup, et ça me fait beaucoup de peine aussi quand il y a beaucoup d'hommes qui se sont suicidés aussi. Et par rapport à leur travail, ça m'effraie et ça m'a fait beaucoup de peine aussi. Et là, comme vous dites, il y a beaucoup de femmes qui ont témoigné et eux témoignent autrement à leur manière. Mais j'étais très 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 étonnée et très effrayée. Peut-être choquée. que c'est plus simple avec beaucoup de guillemets pour les femmes de parler de cela comme pour encore les hommes, et ça dépend peut-être des générations. Parler, voyez, le travail, c'est un peu lié à leur leur identité, leur virilité, là aussi avec des guillemets, comme si tout d'un coup dire qu'ils souffraient sur leur lieu de travail, ça les atteignait, ça les remettait en question. Je ne sais pas. En tout cas, il y a Petite Plume qui dit le nombre de domaines dans lesquels notre société dysfonctionne va malheureusement crescendo, sans compter cette déshumanisation qui fait mal. On va se quitter, Saïda, et merci beaucoup puisque vous nous avez permis, en ayant le courage d'en parler, d'initier ce débat et de permettre à d'autres d'en parler. Et je remercie toutes les auditrices et toutes les femmes qui ont et puis vous, Caroline, et au standard, qui sont très très... Si vous avez besoin de coordonnées de Livot, ne raccrochez pas, on va vous les redonner. Oui, d'accord. D'accord ? Entendu. Au revoir, Saïda. Merci beaucoup. Au revoir, Caroline. Caroline Dublanche sur Europe 1. 39 21, 34 centimes la minute. Raphaël Schengen. Des messages encore au sujet de la souffrance au travail. Quelqu'un qui me dit au 7 21 21 code nuit, c'est exactement la même chose lorsqu'on est stagiaire. À ce sujet, Adia m'envoie un mail pour me dire chez les médecins aussi, ce n'est pas tout rose, zéro solidarité, carriérisme pur, délation. Je me suis retrouvée en arrêt de travail il y a quelques années pour un stage moralement impossible à tenir. C'était ça
ou les médicaments, nous dit Adia. Ça m'a causé préjudice pendant pas mal de temps, mais je m'en suis sortie au final sans dégâts et même avec un aplomb supplémentaire bien utile pour certains services où l'ambiance est âcre. Bon courage à tous, ça ne vaut pas la peine de se rendre malade pour son travail, même s'il y a parfois de quoi craquer. Et puis il y a Jean-Marie qui envoie un message 7-21-21 qui dit: la vie actuelle est très dure, c'est un combat journalier sans reconnaissance, malheureusement. Je plains la jeunesse, nous dit Jean-Marie. Il y a David qui rejoint le témoignage des deux Marie, de Marie, la dernière, qui dit: ma femme a subi un harcèlement au travail, nous avons laissé faire et dans l'ombre accumulé des preuves. Il y a eu une action en justice, ils ont payé des dommages et intérêts et nous avons passé de belles vacances. Alors ça vaut le coup de se battre, nous dit David. Annie, on s'interrogeait, pas d'hommes qui ont témoigné sur la souffrance au travail. Annie dit: les hommes s'investissent dans l'action militante. Et le subversif dit: le mal puissant protecteur. Comment s'étonner que ces attributs qu'on lui ordonne l'inclinent moins à confier sa faiblesse. Oui, je pense que ça joue aussi. Michel, lui, nous envoie un mail en disant: je fais partie d'une association qui traite du harcèlement moral au travail. Je fais partie du groupe d'écoutants anonymes des personnes qui, hélas, souffrent de ce fléau du monde du travail. Je participe par ailleurs au groupe de parole. En écoutant Saïda, elle est bel et bien victime de harcèlement au travail. Elle a évoqué son origine et sa religion pour s'enfermer dans ce malaise. Que Saïda sache que le harcèlement moral au travail ne vise pas que les personnes d'origine étrangère. Toutes les personnes du monde du travail, quel que soit leur statut, leur origine, peuvent en être victimes. Je conseille à Saïda de se référer à la loi du 17 janvier 2002, dite loi de modernisation sociale, nous dit Michel. Allez sur Google. Michel qui nous donne quelques adresses et je l'en remercie, notamment l'association Mots pour mots au travail, donc mots, les mots, la parole, pour mots, MAUX, au travail, qui est à Paris, et qui pour mots, MAUX, au travail, qui est à Paris, et qui est également à Strasbourg, l'association dont on a parlé, Harcèlement Moral Stop, et puis également Promocom, comme ça se prononce, qui est à Lille. Michel conclut en disant: surtout ne pas démissionner en cas de harcèlement, bougez, utilisez les dispositifs de cette loi du 17 janvier 2002. Voilà, merci beaucoup pour toutes vos réactions. Et on accueille maintenant Colette. Ma chère Colette, bonsoir. Caroline. Et merci infiniment de votre patience, puisque je précise que vous deviez intervenir normalement juste après Saïda. Donc ceux qui nous écoutent comprendront que vous êtes à l'écoute depuis très longtemps. Donc merci beaucoup de votre patience, vraiment. Écoutez, j'ai écouté moi aussi tous ces témoignages avec une très grande attention. D'abord, je vous écoute tous les soirs depuis très 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 longtemps. Merci. Et j'ai été moi-même victime de... Donc, si vous voulez, ça n'a pas du tout été pénible de vous écouter ce soir. Au contraire, je souhaite beaucoup de courage à Saïda aussi. Je vous remercie beaucoup de votre compréhension. C'est vrai que l'émission étant en direct, on ne peut pas savoir à l'avance si un témoignage suscite de nombreuses réactions. Comment ? C'est en plus un sujet très actuel et je suis de tout cœur avec toutes ces personnes parce que je vous dis, je l'ai vécu moi-même. Et il y a quelques années, puisque maintenant je suis retraitée, j'ai 62 ans. Oui. Et je suis en souffrance pour encore d'autres raisons. Bon, ma vie serait un petit peu trop longue donc à raconter. J'ai eu beaucoup de souffrance. Et là, je suis pas bien ces derniers temps parce que je suis grand-mère de 2 petites filles dont je m'occupe depuis 9 ans. Depuis l'âge de 9 ans, parce que j'ai été licenciée à l'âge de 53 ans. Mais j'avais mes annuités, donc j'ai pu m'occuper de mes petites parce que j'étais en ce qu'on appelle en AER jusqu'à ma retraite. Et donc je me suis beaucoup occupée de mes petites filles. Donc depuis l'âge de 9 ans, vous voulez dire, c'est-à-dire ça fait 9 ans que vous vous en occupiez, donc depuis leur naissance. Voilà, c'est-à-dire depuis leur naissance. D'accord. Voilà. Elles ont 9 ans actuellement.
Alors, j'ai une petite fille de 9 ans et une de 6 ans. D'accord. Et donc, mes enfants ayant une profession libérale, étant très, très, très pris. Enfin, ma belle-fille et mon fils, parce que c'est mon fils qui a ses petites filles. Et aujourd'hui, depuis la rentrée des classes, du jour au lendemain, sans savoir pourquoi, eh bien, ils m'ont dit qu'ils changeaient de fonctionnement et que, parce que maintenant elles sont grandes, bon, ils habitent à 40 km de chez moi. Oui. Donc avant, je faisais beaucoup d'allées-venues, voilà. Et Et on m'a dit qu'ils changeaient de fonctionnement, qu'ils trouvaient une personne parce que je les récupérais, moi, le mardi après l'école, je les amenais à leur sport, etc. Je dormais chez eux et jusqu'au mercredi soir, je les gardais, quoi. Ah oui, c'est eux qui vous avaient demandé, donc, si vous pouviez vous occuper de vos petites filles? Ah ben oui. Oui, ça a toujours été... Vous vous en occupiez à temps plein, alors? Qui me sollicitaient. Bon, elles ont eu une nounou. Elles ont eu une nounou, mais comme, bon, ils ont des horaires et que la nounou, je palliais, si vous voulez, à ce que... tous les vacances, les congés de la nounou, quand elles sont malades, voilà. Oui. Donc j'ai un grand attachement pour ces petites. Elles en sont très 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 reconnaissantes. Qui doit être réciproque. Donc je leur ai beaucoup rendu de service. Même mes amis me disaient tu en fais trop. J'étais toujours, si vous voulez, jusqu'à être obligée, je sais pas comment vous dire, je suis un peu émue là, jusqu'à en oublier mon couple. D'ailleurs, je me suis séparée de mon compagnon avec qui je vivais depuis 14 ans. C'est pas pour ces raisons-là, mais c'est pour vous dire que je me suis donnée à fond pour aider mes enfants. Oui, j'allais vous demander si vous étiez seule d'ailleurs, puisque vous me dites que vous alliez dormir chez eux. Enfin, oui, je pensais que vous viviez seule. Je suis seule depuis un an. J'ai eu une séparation très douloureuse avec mon compagnon que j'ai pas voulu suivre parce qu'il est parti habiter en Andalousie. Et donc j'ai ce deuil à faire aussi depuis un an. Mais j'avais mes petites filles. J'ai fait un choix d'abord de mes enfants plutôt que de partir au loin comme ça. Et il s'avère que depuis cette nouvelle rentrée, on m'a annoncé qu'il y avait un nouveau fonctionnement et que qu'ils avaient trouvé sur place une dame. Voilà. Bon, j'ai été très compréhensible. Je leur ai dit effectivement que je faisais beaucoup d'allées et venues, que ça ne me dérangeait pas, mais que je comprenais bien qu'ils aient aussi besoin de quelqu'un sur place, parce que quand elles sont malades, on m'appelle à 6h30 du matin, mamie, il faut que tu viennes, la petite est malade, il faut que tu ailles la chercher à l'école, donc je fais vite 40 km, j'arrive, etc. Donc je comprends aussi parce que qu'ils aient envie de changer de fonctionnement. Mais ils vous ont mis devant le fait accompli, c'est-à-dire vous dites à cette rentrée, vous avez été prévenu comme ça un peu brutalement ou ça avait été évoqué avec vous disant c'est compliqué, peut-être même pour vous, pour nous, pour vous. Il m'avait un petit peu préparé, si vous voulez, qu'il faudrait changer parce que ceci, cela, voilà. Oui, il avait évoqué quand même, oui. Voilà, il l'avait évoqué. Et je m'étais moi-même tout l'été préparée à ça. D'accord, oui. Mes amis m'y avaient aidé. Je suis suivie par une psychologue. Bon, d'amis m'y avaient aidé. Je suis suivie par une psychologue, depuis très longtemps parce que, comme je vous dis, j'ai tout connu, l'inceste, tout. Oui. Et donc, je suis suivie depuis très longtemps et je me raccroche beaucoup à ça. Pour moi, c'était un but, quoi. C'est prolonger. Enfin bon, voilà. Et puis voilà que je les ai gardés une semaine cet été en vacances. Tout s'est très bien passé, sauf que pour la récupération des petites, c'est à 50 km de chez eux. Il y a eu un malentendu. J'ai cru qu'ils venaient me les chercher. Or, c'était à moi à les ramener. Bon, il y a eu un malentendu.
La maman de mes petites filles l'a très mal pris. Elle s'est un peu énervée. Je lui ai dit, bon, écoute, ne t'inquiète pas, je te les ramène de suite, etc. Et elle me dit, non, on va faire mi-chemin, etc. Bon. Moi, ce jour-là, je recevais une amie pour le week-end, donc qui était venue parce que c'était en dehors de chez moi, hein, c'était au bord de la mer. Donc on s'est rejoint à l'autoroute et là, pas bonjour, rien du tout, pas dire bonjour à mon amie, rien. Elle prend les petites rapidement, elle sort les petites de la voiture, allez, dépêchez-vous, nous sommes pressés, etc. Alors je dis aux petites, vous êtes polies, vous dites bonjour au revoir à Marie-Claude, et puis bonjour, et puis passez de bonnes vacances, etc. Et là, elles sont montées dans la voiture et il y a ma petite fille de 9 ans qui avait les larmes aux yeux et qui dit merci mamie chérie pour les belles vacances qu'on a passées avec toi. Et voilà. Et là, je les ai pas revues, ce qui est normal, parce qu'après, elles avaient les vacances avec l'autre mamie qui est un peu plus loin, etc. Oui. Mm-hmm. Et c'est à la rentrée des classes que, quand d'abord il y avait l'anniversaire de mon fils m'a dit, bon maman, cette année on viendra pas parce qu'ils viennent toujours ici pour faire le repas, etc. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose, quoi. Il me dit, il faudra zapper cette année mon anniversaire, maman, c'est comme ça. Bon, et puis ils me les a amenés un après-midi parce qu'ils avaient des courses de pré-rentrée scolaire à faire, de fourniture. Et je lui ai dit, ah bon, t'es seule? Non, j'ai laissé ma femme, je dis pas de prénom, hein. J'ai laissé ma femme faire les courses de fourniture, etc. Et puis on les reprend à 6h. Et puis quand il est venu à 6h, il est revenu seul. Je lui dis, mais oui Christelle, elle est restée elle est à la pharmacie un peu plus loin. Bon, ça 2 fois que je vois les petites, et puis la 3e fois, il y a 3 semaines, elles sont venues, il me les a laissées pour une nuit et une journée. Et puis je lui dis comme ça, il me dit, bon, tiens, je te dépose les petites, je suis pressée, elle attend dans la voiture parce qu'on va manger au restaurant. Je lui dis, mais comment, elle rentre pas? Ah ben non, c'est comme ça, maman, cherche pas à comprendre, c'est comme ça. Il me les ramène une autre fois. Je lui dis, mais enfin, comment ça se fait que Christelle ne vient pas? Bon, écoutez, les filles, allez dans la voiture, j'ai à discuter avec mamie. Voilà, maman, bon, il faut que je te dise, Christelle, elle a plus envie de te voir. Mais je lui dis, mais comment, qu'est-ce qu'il y a eu? On n'a rien eu, j'ai jamais eu un mot, j'ai toujours été gentille avec elle. Elle me demande de lui amener sa compta, elle me demande de... J'ai jamais eu un mot, comment, qu'est-ce qui se passe? Ah ben c'est fini, elle veut plus te voir. Alors écoute, qu'est-ce qui est le plus important, maman? C'est qu'on garde de bonnes relations tous les deux, et que tu vois de temps en temps, les choses sont différentes maintenant, tu les verras que de temps en temps. Ma pauvre, j'ai été malade. Je me suis pris ça comme ça. Bon, puis je suis pressée, je m'en vais. Il a pris les petites et est parti. Dans la nuit, j'étais obligée d'appeler SOS médecin. J'ai eu une crise de tétanie. Et depuis, j'ai pas encore revu les petites. Oui, il n'a pas pu vous en dire plus. Il était ennuyé, finalement. Et non, parce que quand je lui ai dit, écoute, il faut que je sache pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais rien, maman, c'est comme ça. Oui, non, mais il était ennuyé parce que lui, il est complètement tiraillé, c'est-à-dire qu'il ne veut pas vous blesser, certainement, donc il ne veut pas vous rapporter des paroles et éventuellement blessantes qu'elle aurait pu tenir à votre sujet. Donc ici, il est ennuyé. Mais je n'ai pas d'explication. En plus, je la voyais même quand j'y allais très peu, parce qu'elle rentrait très tard. On se voyait 1 heure au moment du repas. Après, le mercredi, je la vois pas du tout parce que c'est son Ça jour. va au-delà de cette histoire où, qui reste anecdotique parce qu'elle pouvait être énervée ce jour-là où vous ne lui avez pas ramené les petites, voyez. Non, mais ça va au-delà, je pense. Non, ce qu'il y a, c'est que il y a d'énormes problèmes avec la petite qui, avant la rentrée des classes, s'arrachait les cheveux, vous voyez, sur le front, et elle s'arrachait les cheveux. Elle a un trou, elle avait un trou, c'est coupé là, voilà. Et si vous voulez, c'est pas que je veux pas critiquer parce que c'est ma belle-fille, c'est malheureux à dire, cette petite, je l'aimais et tout, mais c'est quelqu'un de très psychorigide. C'est quelqu'un vous savez dit de la bouche de mon fils, hein.
vous savez, Colette, peut-être, bon, là, je vais devoir, on arrive à la fin de l'émission, il faut que je passe un peu de musique. Bon, si vous voulez, on peut en reparler demain, comme vous avez beaucoup attendu et puis que vous n'avez pas eu beaucoup de temps là pour en parler. On peut en reparler un peu demain parce que je vous sens en difficulté. Bon, même si vous avez votre psychologue avec qui vous pouvez en parler, je pense que on pourra en reparler un petit peu ensemble demain, d'accord ? Si vous voulez. Oh, je voudrais bien parce que. Oui, d'accord. Il y a aucun souci, puisque c'est vrai que bon, vous avez patienté longuement et on a eu peu de temps. Donc, je vous dis à demain si vous êtes disponible. On vous rappelle, hein. Ne raccrochez pas, on va voir avec Pauline. De la douceur pour terminer cette émission et vous permettre de faire de jolis rêves, je l'espère. Mélodie Gardot, Baby I'm a Fool. Je vous dis à demain, vous embrasse très fort. Il est maintenant 1h, vous écoutez Europe 1. Place aux informations avec Pierre Courade. Bonsoir Pierre.